Bonjour à tous. Alors dans cette séance, nous voulons essayer d'apporter quelques réponses à une question qui nous intéresse tous un peu plus, je crois, depuis 2 ans, depuis qu'on a entendu ce Covid-19 pour la première fois. Et donc c'est comment prévenir de nouveaux chocs sanitaires. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous des intervenants qui peuvent nous apporter une perspective un peu différente chacun sur des aspects de cette question, donc que ce soit le côté prévention, logistique, et le côté politique peut-être aussi. Donc nous avons avec nous Pierre-Yves Joffard, membre du Cercle des économistes et spécialiste de l'économie de la santé. Xiao Xiaolong, qui est poète et auteur-romancier spécialisé dans les romans policiers. Sylvie Briand, directrice préparation et prévention des épidémies et des pandémies au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Saïda Basma Al-Saïd, qui est la fondatrice d'une clinique pour la santé mentale en Oman, qui s'appelle Whispers of Sanarity et qui nous rejoint par écran. Et enfin, Philippe Lamoureux, directeur général de l'EM, ou les entreprises du médicament, qui est l'organisation professionnelle des entreprises du médicament en France. Merci à tous et Pierre-Yves, la parole à vous. Merci. Et merci à vous tous d'être là. On sort effectivement, on est depuis 2 ans dans une pandémie qui n'avait pas été anticipée de manière assez claire, je crois qu'on peut le dire. Elle a pris tout le monde, en tout cas beaucoup de pays ont été vraiment pris par surprise, en particulier en France et en Europe. D'autres pays étaient plus préparés. Peut-être sans doute parce qu'ils avaient vécu des pandémies plus récemment et qu'ils avaient pu mettre en place des structures qui pouvaient être actives rapidement en cas de nouvelle pandémie. En Europe, on n'était absolument pas dans cette configuration-là. Donc, on ne va pas rappeler ce qui s'est passé depuis 2 ans. Des mesures très très radicales, un confinement qui, dans le premier confinement, rappelons simplement qu'en termes économiques et sociaux, ce que ça a voulu dire, c'est-à-dire que pendant le premier confinement, il y a eu une baisse d'activité économique de 30%. C'est 30% de baisse du PIB. Donc, si ça avait duré toute l'année, on aurait eu 30% de baisse du PIB sur l'année. Donc c'est évidemment énorme. Ça veut dire beaucoup moins de ressources produites, beaucoup moins de ressources à consommer, à partager entre tout le monde. Donc heureusement, ça n'a pas duré toute l'année. Et ça a été une telle baisse du PIB soulève des enjeux importants en termes beaucoup de gens peuvent être privés de revenus. Et dans beaucoup de pays, les confinements, les restrictions sur l'activité économique, les restrictions sociales ont conduit à des baisses de revenus pour beaucoup de gens. En France, il y a eu énormément de mécanismes stabilisateurs qui ont été activés, qui ont été mis en jeu avec une augmentation considérable des transferts sociaux. En 2021, l'État a dépensé 380 milliards d'euros, donc avec une forte augmentation des dépenses de transferts sociaux. Et les recettes, elles, dans le même temps, baissaient. Donc les recettes de l'État, c'était 250 milliards. On ne cite pas assez, on parle du déficit en termes de pourcentage du PIB, mais là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'an dernier, les recettes de l'État, c'était 250 milliards, les dépenses, c'était 380. C'est-à-dire que l'État a dépensé 50% de plus que ses recettes. Il fallait sans doute le faire, mais en tout cas, ça fait partie, ce sont les éléments de contexte qui disent ce ne sera pas possible de refaire ça 5 fois dans les 10 prochaines années ou dans les 15 prochaines années. Donc il faut se préparer différemment. Et comment on peut faire pour essayer de se retrouver, pour essayer d'éviter de se retrouver dans des situations qui peuvent conduire à prendre ce genre de décisions qui sont économiquement extrêmement coûteuses et également sanitairement très très coûteuses, puisque on a vu les hôpitaux, notamment les services d'urgence, engorgés dans certains territoires notamment. Et les derniers chiffres, je les cite pour la France, on estime qu'il y a eu en cumulé depuis le début de la pandémie 150 000 décès dus au Covid. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de mineur. Il y a 600 000 décès par an, il y en a eu 150 000 en plus dus au Covid. Donc si on peut essayer de prévenir ça, eh bien on doit sans doute pouvoir éviter à la fois
ce coût pour la santé de la population et ce coût pour l'activité économique et sociale. Donc on va examiner ces questions-là avec un tour d'horizon. On va commencer à parler de ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé en Chine et ce qui pourrait se passer à l'avenir. Ce qui s'est passé en Chine, c'est pas seulement une crise sanitaire, c'est aussi des réponses sociales qui s'inscrivent dans une société en profonde mutation, en profonde transformation, avec des enjeux qui sont liés à ces réponses sociales, qui ne sont pas forcément ceux qu'on connaît nous, mais c'est quand même très intéressant, et en partie, je pense en partie seulement, mais en partie parce que l'épidémie est venue de Chine. Et donc, voir aussi comment cette très grande société a organisé sa réponse et met en œuvre un certain nombre de dispositifs, notamment de dispositifs de surveillance de masse, ça peut nous aider à réfléchir à ce qui pourrait se passer dans le futur et éventuellement comment essayer de le prévenir. Ensuite, Sylvie Briand nous parlera donc du point de vue de l'OMS en rappelant que cette pandémie se situe dans un moment particulier, dans un moment d'évolution technologique assez forte et les réponses qu'on peut apporter dans un pays ou dans un autre s'inscrivent dans un contexte international qui est également à prendre en compte avec aussi des problématiques de coordination des différentes interventions. Ensuite, Saïda Basma El Saïd, que je salue, qui interviendra à distance, reviendra aussi sur les enjeux sanitaires sur un domaine qui est parfois évoqué et qui est certainement à prendre en compte, qui est les impacts sur la santé mentale. Une pandémie, et pas seulement la pandémie, mais les réponses sociales, organisationnelles à la pandémie ont un impact sur la santé de la population. Alors je vois un signe stop, alors que... Donc là, il y a un petit souci en termes de coordination, parce que moi, je suis qu'à 4 minutes, et ce qui était prévu, c'était 7. Donc voilà, mais je vais m'arrêter là. Simplement en concluant sur Philippe Lamoureux, qui conclura ce premier tour, en revenant sur la question de l'innovation pharmaceutique, hein, qui a été qui a été passionnante à suivre pendant cette pandémie, parce que c'était quand même un nouveau virus, et en très peu de temps, on a eu des vaccins. C'est quand même un phénomène qu'il faut rappeler, c'est assez exceptionnel. Est-ce que ce vaccin était disponible à tous? C'est une autre question, mais c'est une question qu'on doit poser aussi. Et comment essayer de se préparer maintenant pour être en ordre de marche, pour pouvoir mieux innover, peut-être davantage en revenant aussi à la situation de la France. La France n'a produit aucun vaccin, contrairement à beaucoup d'autres grands pays. Donc voilà, comment essayer de revenir sur la France. Donc sans plus tarder, je repasse la main à Sarah qui va modérer l'intervention. Merci. Et moi, je vais aussi repasser. Et Xiao, peut-être qu'on peut commencer par vous. Expliquez-nous un petit peu votre dernier roman et votre regard sur cette crise. Merci. En fait, je travaille sur un nouveau roman qui devrait sortir à la fin de l'année, donc la version française, j'entends. Son titre, L'amour et la mort au temps du Covid. Bien sûr, ceci concerne la Chine, de façon tout à fait ironique. Je suis allé à Wuhan quelques mois avant le déclenchement de cette crise du coronavirus. Je suis né à Shanghai et ce qui est arrivé à Shanghai cette année véritablement a changé ma pensée, ma réflexion sur ce désastre. Ce qui m'inquiète, c'est que avec le variant Omicron,
c'est toujours très sérieux, j'entends bien, hein, mais pour la plupart des gens, c'est réglé. Mais le gouvernement chinois aurait dû venir avec une réponse différente, mais absolument pas. Et ils ont poussé, en fait, Qingyin, par exemple, ils ont voulu avoir un zéro infection, donc avec un confinement, et même indépendamment des technologies avancées. Et donc, ceci a conduit dans une société telle que chinoise, ça nous a conduit à une société chinoise proche de celle de Orwell. Laissez-moi vous donner quelques exemples, parce que je ne peux, bien sûr, vous exprimer que du point de vue d'un écrivain. À Wuhan, un jeune médecin travaillait dans un hôpital. Il a envoyé un message à propos de quelque chose de sérieux qui se répandait dans l'hôpital. Et il conseillait de dire, il a dit aux gens d'essayer de prendre soin d'eux-mêmes. Mais il n'a rien dit d'autre, il n'a rien dit d'autre. Mais même sur un lieu de travail, il y a beaucoup d'appels de gens qui ont commencé à tousser d'abord et qui ont placé des postes, pardon, qui ont écrit des postes. Et donc ceci à propos de quelque chose. Et bien sûr, et c'était il a été convoqué au bureau de la police et il a dû signer un document, une promesse comme quoi il ne publierait plus de documents ou d'informations. Donc c'était un vrai problème, mais de façon tout à fait ironique. Il est tombé malade, il a été infecté par le virus lui-même et il est mort rapidement ensuite. Donc tout le pays, en fait, a écrit des poèmes pour lui, l'a célébré. Et ceci est la manière, c'est pour vous montrer la gravité, en fait, du système de surveillance et de contrôle en Chine. Et certainement, des gens sont infectés, vous couvrez, vous ne voulez pas le dire, et finalement, c'est trop tard. Wuhan était confiné, mais c'était trop tard. Mais concernant Shanghai, je dirais que pour moi, c'est encore plus effrayant. Encore une fois, je peux vous donner quelques exemples que j'écris dans mon livre d'ailleurs, mais ce sont de vrais exemples. Mais dans mon livre, bien sûr, ce sont des personnages de fiction. Mais Shanghai a mis en place un code de contrôle du Covid, c'est-à-dire qu'on peut automatiquement vérifier si les gens ont fait un test, quel est le résultat de ce test, et si vous êtes bien, vous avez un code vert. Si vous avez un code rouge, et dans certains cas, ça peut être même un code jaune. Ainsi, si je m'approche de quelqu'un qui à 3 mètres, disons, de quelqu'un, et si quelqu'un a un code rouge, d'une personne qui porte un code rouge, alors mon code va être modifié. Je ne sais pas comment ils le font d'ailleurs, hein, mais mon code passe rouge ou jaune, mais je serai également envoyé dans un camp de quarantaine. Mais là, le rapport à l'association des gens, vous êtes suivi, ça veut dire que quel que soit l'endroit où vous êtes suivi. Voilà, vous ne pouvez pas échapper au système de contrôle et de surveillance qui a été mis en place, quelle que soit votre situation. 2 autres exemples, si vous voulez bien. Une femme de Shanghai et qui était enceinte, et donc elle a perdu les os plus tôt que prévu. Mais selon la politique mise en œuvre à Shanghai, vous devez avoir un test effectué dans les dernières 48 heures.
Sinon, vous ne pouvez pas être admise ou admise dans un hôpital. Donc, son chauffeur a conduit partout pendant il est allé dans 4 ou 5 hôpitaux. Et en fait, elle a fait une fausse couche. Et ce qui est encore plus effrayant pour moi, c'est que, vous savez, on parle de système de santé aujourd'hui, et ce type de code peut être polémique si on l'utilise, ça peut être débattu, mais en Chine, ce type de système de code est utilisé à des fins politiques par le gouvernement chinois. La chose la plus importante, c'est la stabilité sociale, la stabilité politique ou sociale. Donc, dans certaines provinces de Yunnan, par exemple, ils sont confrontés à des faillites. Et les gens, dans d'autres provinces, veulent aller dans les banques pour sortir leur argent, parce que il y a des problèmes de faillite. Mais la chose étrange ici c'est que dès l'instant où vous entrez dans la province de Yunnan et que leur code change automatiquement, ils passent au vert. Donc c'est utilisé pour des raisons politiques. Et on reviendra. OK, thank you. Désolée, mais merci beaucoup pour cette perspective qui est finalement un témoignage aussi, qui nous fait nous interroger sur ces réponses à la crise. Et on peut revenir dessus, mais on va peut-être passer à Sylvie, vous qui êtes au cœur de cette problématique de prévention depuis longtemps. Okay. Bonjour. Je voudrais remercier le Cercle des économistes de m'avoir invité à parler d'un sujet de santé. Et je crois que le thème, c'est prévenir les chocs sanitaires à venir. Et effectivement, c'est très important de se poser la question de comment on peut prévenir ces chocs. Alors, je ne crois pas d'ailleurs qu'on puisse vraiment complètement prévenir. Je pense qu'il y aura des nouvelles pandémies, des épidémies. Pourquoi ? Parce que, en fait, avant, les épidémies, elles étaient localisées. Et puis maintenant, avec les moyens de transport et la mobilité humaine, en fait, les virus se propagent. Et quand les humains bougent, en fait, les virus bougent avec eux. Et donc, tant qu'on bougera, en fait, il y aura toujours des épidémies et des pandémies. Mais et je crois que depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours essayé de bouger plus vite et plus loin. Donc je ne crois pas que cette tendance va changer dans les décennies à venir. Mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est essayer, même si on a de nouveau ces épidémies et ces pandémies, d'essayer de faire en sorte que ça ne devienne pas des chocs à chaque fois et des crises comme celles qu'on a vécues avec le Covid. Et on voit dans l'histoire aussi qu'il y a une corrélation très forte en fait entre l'avènement de nouveaux moyens de transport et les épidémies. Par exemple, les épidémies de choléra ont commencé à se diffuser en termes de pandémie au moment où sont arrivés les bateaux à vapeur, par exemple. La bactérie, là, c'est une bactérie, a pu traverser les océans, alors qu'avant, c'était pas possible, et elle était arrêtée aussi par les durées de transport. Donc, c'est important de prendre en considération cela, que plus on va avoir de progrès dans notre façon de se mouvoir, plus on aura en fait des risques d'avoir des épidémies et des pandémies. Mais je pense qu'on peut prévenir en fait l'impact négatif de ces événements en se préparant. Et c'est un peu la catastrophe qu'on a vue avec Covid, c'est-à-dire que d'une part, on n'était pas préparé. Beaucoup de pays, en fait, n'étaient pas du tout préparés à vivre ce genre d'événements. Et deuxièmement, on est en plein dans une révolution technologique qui fait que, en fait, nos sociétés essayent de s'adapter à ces nouvelles technologies en même temps qu'on essaye de faire face à une crise sanitaire qui est de grande ampleur. Donc, pour l'avenir, je pense que si on veut justement prévenir ces chocs, il faut non seulement se préparer, mais aussi arriver à intégrer dans notre préparation ces nouvelles technologies qui ont en fait de gros potentiels
On peut certainement lutter bien mieux contre les épidémies avec les outils qu'on a maintenant par rapport à ce qu'on avait au siècle précédent, mais en même temps, il faut qu'on arrive à utiliser ces outils à bon escient. Et ces outils sont souvent, c'est des armes un peu à double tranchant, donc il faut savoir les utiliser. Donc je voudrais donner juste 3 exemples, par exemple d'outils qu'on peut, ou de pistes pour mieux prévenir les futurs chocs sanitaires. Le premier, par exemple, c'est la surveillance. On a maintenant la possibilité de faire du séquençage génétique, donc on arrive à analyser très finement le génome des virus qui circulent, et c'est comme ça qu'on arrive à savoir qu'il y a différents variants, qu'on arrive à savoir qu'il y a BA1, BA2, 3, 4, 5, que c'est des données et des informations qu'on n'aurait jamais pu avoir il y a même 10 ans de cela, en temps réel en tous les cas. Et ces informations sont très importantes parce que ça nous permet justement de pouvoir adapter les vaccins, les traitements en fonction des virus qui circulent. Le problème qu'on a en ce moment, et c'est ça qu'il faudra sans doute améliorer pour l'avenir, c'est qu'il y a toujours un lien assez faible entre ces données scientifiques et cette connaissance de ce qui est en train de se passer et les décisions politiques. On n'a pas encore tout à fait trouvé la liaison pour que ces données et ces informations puissent être traduites en quelque sorte dans des politiques de santé qui soient suffisamment nuancées et suffisamment agiles pour pouvoir répondre à ces crises sanitaires. Deuxième exemple, c'est toutes les transformations dans notre système informationnel. Je dis ça, on vit dans un nouveau écosystème informationnel. Tout le monde est connecté à des smartphones. 58% de la population mondiale est connectée à Internet maintenant. Donc, on est avec les réseaux sociaux en permanence en train d'échanger de l'information. Donc ça, c'est très positif durant les épidémies parce qu'on peut justement informer tout le monde en temps réel et très très vite. Le problème qu'on a vu durant cette pandémie de Covid, c'est ce que nous on appelle à l'OMS l'infodémie, c'est-à-dire en fait une surabondance d'informations qui fait que les gens ne savent plus très bien où donner de la tête ni qui croire. Et donc, comme on dit souvent, trop d'informations tue l'information. Et donc, on se retrouve à ne plus savoir où donner de la tête. Et des informations contradictoires, en fait, augmentent l'anxiété des gens, mais aussi ne leur permettent pas nécessairement de prendre des bonnes décisions pour leur propre santé, puisqu'ils ne savent plus très bien qui croire. Et on a vu durant ces épidémies et ces pandémies aussi l'émergence, outre de nouveaux variants, aussi de nouveaux experts qui ont des opinions très arrêtées sur la question et qui, malheureusement, aussi peuvent rendre la communication sur les mesures prises un peu confuse. Donc, il faut qu'on arrive à intégrer aussi ce facteur-là dans notre préparation. Pourquoi ? Parce que l'infodémie, en fait, a eu des conséquences sur la santé des gens, puisque les gens ont peut-être pris des décisions ou adopté des comportements qui n'étaient pas nécessairement en faveur de leur propre santé, mais surtout, on a vu que ça avait augmenté la méfiance envers les institutions, envers les autorités de santé, la méfiance envers la science. Et donc toute cette méfiance, c'est quelque chose dont on va payer le prix pendant encore beaucoup d'années. Deuxièmement, on a vu aussi que cette méfiance ou cette défiance, en fait, a aussi augmenté, en fait, les clivages dans nos sociétés. On a vu justement des groupes pro-masque, anti-masque, pro-vaccin, anti-vaccin. Donc les clivages sociaux qui étaient certainement préexistants à cette pandémie, malheureusement, se sont aggravés. Et donc, on parlait hier du lien social, de la cohésion de nos sociétés. Donc très important de prendre ça en compte quand on va se préparer pour les prochaines pandémies. Et le troisième point, je crois qu'il faut que je me presse, le troisième point, c'est aussi toutes les innovations technologiques, dont les vaccins, etc. C'est très important et on est très content justement de ces progrès qui nous permettent en fait de protéger. Parce que si on compare, par exemple, la mortalité durant la pandémie de 1918, la pandémie de grippe et la mortalité de Covid, quand même, il n'y a aucune comparaison. Enfin, on a sauvé beaucoup plus de vies grâce aux traitements, aux vaccins, au progrès qu'a fait la médecine depuis en un siècle. Donc, c'est très important, ces progrès scientifiques. Mais en même temps, on voit bien que là où on n'a pas tellement progressé, c'est finalement la recherche en fait sur l'acceptabilité de ces nouvelles mesures, la façon dont les populations peuvent justement
mieux réagir à ces crises sanitaires. Et donc je pense que c'est important de renforcer la recherche, justement les recherches en sciences sociales, les recherches aussi sur l'impact des crises sanitaires sur l'ensemble de la société et de l'économie pour mieux en fait anticiper ces impacts et mieux les prévenir à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvie. Et c'était très intéressant d'ailleurs, on parle de prévention mais aussi d'avoir la perspective historique. Saïda, on passe à vous. Cette crise a aussi été un révélateur pour la santé mentale. Donc ça a été une des grandes questions pendant qu'on était tous confinés. Comment est-ce que le monde doit se préparer voilà, pour les prochaines pandémies de ce point de vue-là? Bonjour, je suis très heureuse de cette invitation. Je pense que nous devons penser que c'était un appel à l'attention, un réveil. Et ce que nous devons maintenant, c'est réfléchir à la réponse humanitaire. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. On ne peut pas éviter ceci, mais on peut peut-être réfléchir aux solutions à l'avance. Donc, nous avons tous les jours, l'esprit humain évolue, change. Et donc, il faudra que tout le monde soit bien. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas au point idéal. On n'est pas quoi qui était bon ou d'où ça venait. C'est de prendre soin. Donc, c'est prendre soin, c'est l'attention. On pensait que c'était loin, ça n'allait pas arriver chez vous. Chez nous, on n'avait pas de réponse parce que ça veut dire que ça n'avait rien à voir avec nous. Continuons avec nos vies. Mais en fait, ça s'est fait différemment. Donc, pour éviter, pour prévenir cela, je pense qu'il y a beaucoup de points auxquels on peut réfléchir pour avoir une réponse plus rapide. On entend parler de la peur, de la panique, et la peur et la panique sont les plus grandes armes contre nous, même lorsque les gens ont la Covid, la peur et la panique, c'est ce qui aggrave leur état. Et il est intéressant de voir que la santé mentale a été discutée sans réfléchir pendant toutes ces années. Mais au moins maintenant, encore une fois, les gens voient à quel point c'est important. Il a fallu toute cette pandémie pour que les gens réalisent l'importance de la santé mentale. Les gens doivent travailler ensemble. On a besoin d'une équipe de crise, une équipe qui va réfléchir à la santé mentale, le gouvernement, les politiques, les éducateurs, tous ensemble, nous devons travailler ensemble et c'est très important. Et c'est pour ça que nous continuons nous n'allons bien que quand nous faisons cela, créer des systèmes qui sont plus résilients. Ceci ne marche pas. Il peut le changer. Très bien. Si j'avais tort, c'est d'accord, j'avais tort, mais maintenant c'est plus important. Maintenant, ce qui est plus, c'est le changement. Apporter les changements. Donc, ici, les choses iront mieux. Et ces idées doivent être créées maintenant dans les écoles. Nous devons éduquer à la santé mentale. On a vu à quel point les systèmes d'éducation on pouvait plonger les gens dans des traumatismes. Et nous pensons maintenant, comme nous savons, l'être humain est l'espèce qui s'adapte le plus rapidement. Mais il y a des troubles cognitifs qui vont évoluer avec le genre. Et donc il faut collecter des données, collecter des informations. Nous devons continuer à faire ceci, travailler sur nos systèmes de santé publique et toujours, bien sûr, impliquer la santé mentale. Si votre santé mentale ne va pas, vous n'allez pas bien. Et donc, quand j'entends des gens parler de la Covid et ce que ça fait, peu importe que les éducateurs ou les politiciens ou le gouvernement, donc mon esprit, c'est votre santé mentale, votre état. Comment vous sentez-vous? Comment est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez du mal à vous focaliser ou à vous concentrer? Et il faut qu'il y ait un bien-être. C'est un point sur lequel nous nous concentrons. Tout le monde peut convenir que nous avons vécu un traumatisme collectif que nous traversons tous, même si nous pensons que les choses vont mieux. Mais vous pouvez aller. Mais la peur est toujours là et nous devons régler ce problème. Donc, il s'agit de quelque chose que nous devons absolument reconnaître et sur lequel nous devons travailler. De cette manière, s'il y a une autre pandémie, et cela se produira sans doute, il y aura sans doute une autre pandémie, car nous allons continuer à voyager, nous allons continuer à être en contact les uns avec les autres. Eh bien, nous serons mieux préparés. Où est cette cellule de crise? Où est cette équipe qui peut venir soutenir les gens qui ont des problèmes de santé mentale? Et
il faut vraiment éduquer et informer là-dessus. Et dans les années qui viennent, nous devons absolument faire un effort d'éducation, d'information, de sensibilisation. Et que tous soient conscients du fait que nous sommes tous dans le même bateau, dans le monde entier, que nous soyons du Nord, du Sud, d'Asie, d'Amérique du Nord. Cette crise nous concerne tous, nous sommes tous dans le même bateau. Et vous savez, en fait, ce qui est la source de cette peur, c'est l'inconnu. Cela crée le chaos, la crainte, la peur, des problèmes de communication. Nous avons vu, tant de peurs ont surgi, tant de problèmes de communication. Également, le déni et l'absence de reconnaissance de tout ce qu'il nous fallait faire, porter un masque, faire attention aux autres, distanciation physique. Aussi, cela, laisser la place à ceux qui remettaient en cause tout cela et toutes les théories conspirationnistes. Il nous faut faire cela tous les jours et à chaque conférence réitérer le même message. Et au cœur de la question qu'on s'est tous posée aussi, sur laquelle on s'est beaucoup penché ces dernières années, sur l'innovation médicale. Donc on est tous devenus experts sur... Voilà, tout le monde est devenu expert du vaccin et des variants. En quelques mots, d'abord, ce que je vais dire va compléter ce que Sylvie a expliqué de façon extrêmement claire en introduction dans ses propos. Premier élément, après tout, on est à Aix, donc donner quelques chiffres. On a développé ces nouveaux vaccins en 1 an, ce qui est du jamais vu. Il faut en général 10 à 12 ans pour développer un nouveau médicament. C'est un exploit technologique, c'est un exploit qui est aussi lié au fait qu'il y a une bonne coopération entre les industriels et les autorités sanitaires des différents pays pour accélérer les process. Le deuxième élément, il y a 18 mois avant la vague de Covid, la capacité mondiale de production de vaccins, c'était 4 milliards de doses, toutes pathologies confondues. On est passé en 18 mois à 24 milliards de doses de vaccins Covid. Donc la capacité de production a été multipliée par 6 pour une seule pathologie, à tel point qu'aujourd'hui, certains producteurs, notamment en Inde, sont en train de cesser la production de vaccins parce qu'on est en surproduction mondiale. Et donc la problématique de l'accès n'est pas une problématique de production, c'est une problématique de partage et d'organisation sur le terrain des campagnes vaccinales, mais en aucun cas un problème de capacité de production. Et pour prendre les chiffres franco-français, cette campagne de vaccination, la première vague, ça a coûté à l'assurance maladie en 2021, j'ai regardé à peu près un peu moins de 6 milliards d'euros. Une semaine de confinement, selon les modalités du confinement, ça coûte entre 16 milliards et 4 milliards d'euros pour l'économie française. Donc, je crois que cette industrie, elle a été au rendez-vous. Le deuxième élément, c'est que l'intitulé même de cette table ronde, c'est un petit peu un oxymore, parce que j'ai tendance à dire, et Sylvie m'en voudra pas, que les épidémiologistes sont des gens qui savent très bien vous expliquer comment une catastrophe qu'ils n'ont pas vue arriver peut ne pas se reproduire. C'est-à-dire qu'en réalité, on est très bon sur les deuxièmes coups, mais par définition, ce qui caractérise une crise, c'est son caractère inédit. Et donc, il faut en permanence être en situation d'imaginer l'inimaginable. Donc, c'est un vrai défi pour les autorités de santé. Il y a des milliers de menaces et une d'entre elles, mais on ne sait pas laquelle, va s'avérer à un moment donné et va donner lieu à une pandémie mondiale. Encore que, j'y reviendrai en conclusion. Je crois qu'il y a certains enseignements à tirer. Alors moi, je vais plutôt faire un focus sur l'Europe et sur la France. Le premier enseignement, c'est que tout le monde s'est rendu compte de ce que nous disons depuis déjà une décennie. L'Europe est en perte d'autonomie stratégique. Autrement dit, tout le monde s'est rendu compte que nous étions devenus dépendants du sud-est asiatique pour la production d'EPI, de matières premières et de produits matures. De la même façon, mais ça on ne s'en est pas encore rendu compte, ça sera le prochain rendez-vous, que nous sommes dépendants des États-Unis pour l'innovation technologique. Donc il y a un véritable enjeu qui est comment permettre à l'Europe et singulièrement à la France de recouvrer de l'autonomie sanitaire. Je déteste le mot de souveraineté qui est très inexact, puisqu'en réalité l'enjeu pour nous, et je le dis très tranquillement parce qu'on est à Aix, c'est d'arriver à relocaliser sans démondialiser.
Premier enseignement. Deuxième enseignement, les pays qui ont réussi, les modèles qui ont réussi. Qu'est-ce que c'est? Le Royaume-Uni, avec l'Université d'Oxford et AstraZeneca. L'Allemagne, avec BioNTech. Au passage, BioNTech, en 2021, représente 1,5 point de croissance du PIB allemand. Une biotech, à elle seule, crée 1,5% de croissance du PIB. Je pense que ça doit faire réfléchir. Troisième exemple, évidemment, Moderna, dont je rappelle qu'il n'avait jamais mis un seul médicament sur le marché. Vous avez à l'échelle planétaire 4 grands producteurs de vaccins, Pfizer, GSK, MSD, Sanofi, mais l'innovation, elle est partie dans des biotech, dans des startups, qui ensuite, dans certains cas, on l'a vu dans l'exemple du BioNTech Pfizer, ont conclu des partenariats avec des grands groupes. Est-ce que la France, on a beaucoup glosé sur le vaccin français, en réalité, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que notre modèle de recherche n'est pas trop cloisonné? Est-ce que finalement notre système de recherche dans lequel la recherche académique et la recherche industrielle se regardent un petit peu en chien de faïence et dans laquelle on a un très grand tissu de biotech, mais trop petite et sous-capitalisée, est-ce que finalement on ne doit pas réfléchir et essayer de faire progresser notre tissu, notre écosystème de R&D de ce point de vue-là? Troisième élément, je l'ai dit tout à l'heure, nos administrations ont été extrêmement réactives dans le process d'autorisation. Mais on voit bien que, par exemple, en matière d'essais cliniques, la France est un pays complexe. On s'est beaucoup enorgueilli, on avait raison, on a d'ailleurs nous été les premiers à le dire, on s'est beaucoup enorgueilli d'avoir été un des pays qui a fait le plus d'essais cliniques, mais de façon probablement la plus dispersée et probablement de la façon la moins stratégisée. Donc je crois qu'il y a aussi un travail à faire à ce niveau-là. Et puis dernier point, les signaux qui ont été envoyés ces derniers mois sur la protection de la propriété intellectuelle sont extrêmement mauvais. Je pense que la problématique de l'accès au vaccin n'était pas une problématique de propriété intellectuelle. On a 360 vaccins en développement à l'échelle planétaire sur le Covid. On a des nouveaux variants qui s'annoncent. Je ne suis pas sûr que porter atteinte au brevet était un bon signal à envoyer aux gens qui font de la recherche. Je vais conclure, puisqu'il me reste 1 minute, en disant que anticiper, oui, on n'est pas toujours très bon. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde regarde les virus. Il est vraisemblable que, potentiellement, une des prochaines crises qu'on aura, ce serait l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, tout le monde connaît le problème, ça fait 20 ans qu'on le connaît. On a consommé 4 générations d'antibiotiques en une génération d'êtres humains, et la recherche est au point mort. Et pourquoi la recherche est au point mort? Parce que l'industrie cherche peu dans les antibiotiques. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle trouve une nouvelle génération d'antibiotiques, il n'y a pas de marché. Les autorités de santé en interdiront la commercialisation à juste titre pour lutter contre la résistance. Il faut donc trouver de nouveaux business models avec des partenariats publics-privés et ça sera aussi probablement un des grands enjeux des années futures. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Une conclusion un peu inquiétante. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je vais passer. On a plusieurs questions sur l'iPad aussi. Il y en a une qui rejoint la mienne et après on passe dans la salle. Je pense que vous attendiez celle-là. C'est que penser de la variole du singe? Et j'ajoute à cette question de mon côté, est-ce qu'on a vraiment appris quelque chose face à une nouvelle potentielle crise émergente? Merci. Et peut-être Sylvie, et puis on peut passer là. La variole du singe, c'est typiquement une émergence qu'on connaît depuis plusieurs années, puisque c'est depuis les années 70 qu'on sait que ce virus existe et qui est transmis dans beaucoup de pays d'Afrique. Et jusqu'à présent, il était resté dans sa niche écologique, on va dire. C'est une maladie zoonotique qui est transmise par les animaux. Il y a 2 facteurs qui font que c'est sorti en fait de la boîte. Le premier, c'est donc les voyages, puisque c'est des voyageurs qui ont commencé à faire sortir le virus, et puis ensuite il y a eu d'autres facteurs qui ont favorisé la transmission. Et l'autre chose, c'est qu'on a éradiqué la variole dans les années 80. 78 exactement, et donc la majorité de la population mondiale était vaccinée contre des pox virus, c'est la même famille de virus, mais que en fait au fil des générations, en fait, on a de plus en plus de gens qui n'ont pas cette protection. Donc
grosso modo, sur Terre, maintenant, les gens en dessous de 50 ans, en fait, ne connaissent pas cette famille de virus. Donc, on a en fait un vivier de gens potentiellement à risque. Et donc, ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est de réduire la transmission de ce virus, parce que pour l'instant il circule surtout dans des populations d'hommes jeunes en bonne santé, mais on se pose des questions quand il va commencer à circuler chez des femmes enceintes ou des enfants en bas âge ou des gens immunodéprimés. Comment ce virus va se comporter, et ça on ne sait pas encore. Donc voilà. Pierre-Yves, vous vouliez intervenir ? Peut-être un complément de réflexion, c'est dans la pandémie de Covid, on a rappelé qu'un des outils essentiels de la santé publique, dans une phase d'émergence, quand on n'a pas beaucoup de cas, il y a une stratégie qui peut être efficace, c'est dépister assez largement pour détecter tous les nouveaux cas, isoler les personnes pour éviter qu'elles en communiquent d'autres et tracer les personnes qui auraient pu être en contact avec cette personne. On sait que ça marche seulement quand on n'a pas trop de cas et qu'on peut faire du traçage. Aujourd'hui, on est évidemment totalement incapable de tracer les cas contacts de la Covid. Nous sommes tous aujourd'hui dans cette salle cas contact. Tous. C'est certain. Sur la variole du singe, on serait en capacité, on est dans cet état dans cette phase de l'épidémie. Et est-ce qu'on voit du traçage? Non, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Ça aurait pu être fait, ça pourrait encore être fait, ça ne sera probablement pas fait. Donc on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'on a vraiment appris quelque chose, non pas de ce qui s'est passé il y a 50 ans, non pas ce qui s'est passé il y a 200 ans, ce qui s'est passé il y a moins de 2 ans. On est en train de recommettre les mêmes erreurs, voilà, tout simplement. Donc on n'a pas appris. On va prendre une question d'un des cas contacts dans la salle. Monsieur avec le t-shirt bleu devant. Ouais. Merci beaucoup. J'aurais 2 questions. La première, c'est sur l'endogénisation. On l'a un peu évoqué avec l'antibiorésistance. On a parlé de différentes crises, mais on voit que souvent, c'est lié aux activités humaines. On peut parler du transport, de la fonte du permafrost, des zoonoses, donc de la biorésistance. Donc, quelle place pour l'endogénisation de ces problèmes? Comment on réfléchit sur la véritable prévention dans le paradigme prévention-curation pour éviter que ces maladies émergent et donc ne puissent pas causer de nouveaux chocs? Et ma deuxième question, ça part d'une impression, c'est que on va devoir se remettre de plus en plus à un nombre réduit d'acteurs qui vont développer des technologies de plus en plus poussées. Alors, est-ce que cette impression est réelle? Et est-ce qu'il va falloir continuer sur cette lancée au fil du temps et donc concentrer le pouvoir de réponse à ces crises aux mains d'un nombre d'acteurs de plus en plus réduit? Merci. Merci beaucoup. Philippe, est-ce que peut-être vous voulez répondre sur la question de concentration aussi? Oui, alors je peux répondre sur la concentration. Juste un point quand même sur votre première remarque et c'est un petit peu la question qu'on posait sur Monkeypox. Les choses sont parfois beaucoup plus compliquées que ce qu'elles ne paraissent. Je me suis occupé dans une vie précédente de prévention, c'était mon rôle, et on avait mis en place les premières campagnes de prévention des virus respiratoires. Et on avait beaucoup travaillé avec mes équipes sur les axes de communication sur la prévention des virus respiratoires. Et toutes les études qu'on avait faites, parce que nous n'avons pas la culture chinoise ou nous n'avons pas la culture japonaise du port du masque, c'était que les gens porteraient des masques pour protéger leurs enfants. Quand vous êtes en face d'une pathologie asymptomatique chez les enfants, vous perdez votre principal vecteur de communication pour les populations auxquelles vous voulez faire porter un masque. Deuxième point, je pense que justement, c'est ça qui est intéressant quand on regarde ce qui s'est passé sur Covid par rapport à ce qui s'est passé sur VIH il y a 30 ans. On a beaucoup fait le parallèle. Mais en réalité, à l'époque, il y a 30 ans, on était en situation de quasi-monopole au départ d'une entreprise ou deux qui avaient les traitements. Là, sur les virus, c'est l'inverse qui s'est passé. On a eu une véritable mondialisation de la recherche. On a eu des vaccins chinois, on a eu des vaccins russes, on a eu des vaccins indiens, on a eu des vaccins européens. Et en réalité, c'est la recherche mondiale qui s'est développée. Et finalement, la question que vous posez, elle est très importante. Et je reviens à ma problématique des brevets. Le principal incentive, si on veut lutter plus efficacement contre les pandémies à venir, c'est la concurrence. Et c'est le fait que les premiers qui arrivent
sont incentivés pour avoir à trouver et pour avoir déposé les brevets. Et donc, il y a au contraire une intensification de la concurrence, parce qu'il y a une vingtaine d'années, vous aviez 5 ou 6 grandes puissances pharmaceutiques mondiales. Aujourd'hui, vous en avez 20. Il y a 20 ans, on ne parlait pas d'Israël, on ne parlait pas de l'Irlande, on ne parlait pas de la Chine, on ne parlait pas du Brésil, on ne parlait pas de Singapour, etc. etc. Donc c'est l'inverse. Donc c'est plutôt un facteur positif pour moi. Merci beaucoup. On va prendre une autre question dans la salle. Le monsieur avec la chemise, oui. Oui. Pardon. Bonjour. Merci. J'ai une petite question concernant le rôle du digital dans la prévention. Voilà, on a beaucoup parlé effectivement de résolution de problèmes grâce effectivement des vaccins, mais une des grosses parties, un des gros gains qu'on a vu dans la prévention et dans le suivi, c'est fait grâce au numérique. Vous n'avez pas beaucoup parlé, je suis un petit peu déçu sur le sujet. Aujourd'hui, on peut, avec le numérique, faire des outils de dépistage alors, de premier niveau, c'est-à-dire qu'on va aller poser des questions à des patients à 1 million, 10 millions, 100 millions de patients. Ça ne nécessite pas un professionnel de santé. C'est juste une machine qui va pouvoir organiser et automatiser tout ça. Ces solutions existent, j'en ai développé une, et je voulais savoir comment est-ce que vous pouvez les mettre en pratique. Parce que nous, on a essayé de les pousser auprès de Santé publique France, ça n'a rien donné, aucune réaction. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire évoluer les professionnels de santé, dans leur globalité, justement, à utiliser davantage de numérique, parce qu'on bloque. Or, c'est la solution. Merci beaucoup pour la question. Donc c'est peut-être effectivement pour Sylvie et Philippe, quoique ce serait intéressant aussi d'avoir peut-être une perspective sur la santé mentale et le digital aussi, mais allez-y. Justement, c'était un peu mon premier point quand j'ai parlé de la surveillance. Ça recouvre plein de technologies. Il y a pour l'instant un déficit d'articulation entre ces technologies qui peuvent rendre énormément de services et les politiques de santé qui devraient en fait les promouvoir. Donc je pense que ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'encourager nos États membres à refaire leur plan de préparation aux pandémies et justement de prendre en compte ces nouvelles technologies dans les plans de préparation et de diversifier en fait les outils qu'ils avaient, parce que en fait le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on continue à répondre aux épidémies comme on le faisait au XXe siècle ou au XIXe siècle. On n'a pas encore digitalisé la riposte aux épidémies, donc je crois que c'est fort de l'expérience de Covid, c'est la prochaine étape et il faut qu'on travaille tous de concert pour y arriver. Je vais compléter la réponse de Sylvie. Vous avez remarqué qu'entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique, il y a une complémentarité à laquelle on n'est pas toujours habitué. Mais votre sujet, il est majeur. C'est un sujet extrêmement important. Mais moi, j'aurais une réponse complémentaire de Sylvie qui est une réponse économique. C'est qu'on est en face d'un marché émergent et qu'il faut trouver le moyen de solvabiliser ce marché. En réalité, quand par exemple aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique, vous couplez un traitement avec des solutions numériques ou des solutions d'IA, vous ne savez pas valoriser, simplement parce que les payeurs ne savent pas valoriser ce couplage. Et donc, on a 2 enjeux majeurs pour les années à venir. C'est comment on évalue ces solutions technologiques du futur. On est en train de passer du médicament à la solution globale de santé et nos systèmes d'évaluation ont 20 ans de retard. Et on a un problème de valorisation de ces outils numériques qu'on ne sait pas aujourd'hui bien prendre en compte. Je parle évidemment des pays développés. Ce n'est pas tout à fait le même problème dans les pays en développement, j'imagine. Pardon, juste pour rebondir, mais vous disiez que c'est le prochain défi. C'est à qui de le mener, ce défi? C'est aux États? C'est à l'Organisation mondiale de la santé? C'est à qui de vraiment faire bouger le curseur sur cette problématique? Je pense que c'est l'Organisation mondiale de la santé a un rôle à jouer parce qu'on conseille, on a 194 États membres et que l'on conseille. Donc quand on fait des guides techniques, en fait, c'est à nous aussi de mettre dans ces guides techniques les outils potentiels qu'on pourrait... mais après, c'est à chaque État, en fait, de l'inclure dans sa politique et dans sa stratégie. Et ça, c'est à chaque État de le faire parce que ça dépend vraiment des contextes. Mais moi, je suis très optimiste par rapport à ces nouvelles technologies. Je pense que, par exemple, la télémédecine pourra apporter énormément pour l'accès aux soins, même dans les pays en développement. Et on a vu qu'en fait, il y a eu des sauts technologiques importants. Pour les téléphones, par exemple, beaucoup de pays d'Afrique ne sont jamais passés par les lignes fixes.
ils sont directement passés de pas de téléphone à des téléphones mobiles. Donc c'est possible. On peut aussi en médecine faire des sauts technologiques et augmenter l'accès aux soins à des milliers de personnes rien qu'en utilisant ces nouvelles technologies. Mais pour ça, il faut un changement de paradigme. Souvent, quand on parle de soins de santé primaire, ça nous rappelle Almata 78, ça a l'air d'être un truc un peu obsolète. On fait avec des petits bouts de ficelle pour soigner les gens. Moi, je pense que les soins de santé primaire au XXIe siècle doivent être modernes. On doit amener les services et les technologies aux patients là où il est, dans les zones les plus reculées de la Terre. Et je pense que c'est comme ça on aura des gains de santé dans les années à venir. Merci. Je ne sais pas si on attend une ou deux dernières questions. Le monsieur avec la chemise bleue, là, merci. Merci. Jean-Jacques Limbrodeau, je suis journaliste ici et en Afrique. Alors, tout à fait, madame... En Afrique, ils ont tous les systèmes sur le téléphone pour régler à la caisse, etc., recevoir de l'argent d'un ami très rapidement. Enfin, tout est depuis des années, pour les raisons que vous avez évoquées. Alors moi, d'abord, une chose, c'est que je suis vraiment surpris depuis 3 jours de voir le peu de fréquentation de cette table ronde sur un sujet aussi majeur. Ça, c'est une remarque. Donc voilà, je vous la livre. La deuxième chose, c'est que la question est pour Monsieur Lamoureux. Voilà, comment vous expliquez, vous donnez une explication, une raison de l'image que justement les laboratoires ont aujourd'hui. Vous avez parlé attention de trop légiférer parce que ça va freiner la recherche. Quand on sait que l'ensemble des finances publiques qui ont pu aller ici en France et aussi notamment aux États-Unis et ailleurs, dans l'argent public vers ces labos, comment vous expliquez cette image, disons, totalement déplorable et cette image de gens qui ont autant investir dans ces labos si on veut gagner de l'argent en bourse. Voilà. Merci. Alors, vous avez tort, parce que justement ce que montrent les dernières études d'image qu'on a faites, c'est que... Non, ce que je suis en train de vous dire, attendez, ce que je suis en train de vous dire, monsieur, c'est que les études d'image, et on vous les adressera volontiers, montrent que justement, il y a eu un impact d'image extrêmement important sur ce secteur lié à la crise du Covid. Parce que justement, la rapidité que nous avons eue à apporter des solutions techniques a complètement modifié une image qui n'était pas une image formidable, mais vous savez, je pense que l'assurance, la grande distribution, la plupart des grands secteurs économiques n'ont pas une excellente image. Et donc, il y a eu une inflexion. Ensuite, le deuxième élément, quand vous regardez les études d'image, c'est de dire qu'il y a une déconnexion assez forte entre l'image des produits, qui est très bonne, et l'image des entreprises qui l'est moins. Et on sait pourquoi. Parce qu'effectivement, c'est le secteur privé, on est sur un bien supérieur qui est la santé, c'est financé sur l'argent public, et il faut le dire, des marges de profit qui sont réelles. Pas partout, pas sur tous les modèles, mais c'est simplement ce profit, c'est lui qui va drainer l'innovation, c'est lui qui va créer l'incentive à l'innovation. Et par ailleurs, juste sur la France, puisque vous m'interpellez là-dessus, il y a 12 ans, le médicament, c'était à peu près 14,5% de l'ONDAM. C'est passé à 11,5%. Donc nous avons vécu 12 années sans croissance. Ce qui veut dire que pendant 12 ans, toutes les innovations technologiques, par exemple les nouveaux traitements du cancer, par exemple les nouveaux traitements de l'hépatite, eh bien, ils ont été financés à moyens constants. C'est-à-dire qu'il a fallu dégrader les prix des produits matures pour faire de la place à l'innovation. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a le double bonheur d'avoir des ruptures d'approvisionnement parce qu'on a délocalisé et d'avoir des délais d'accès à l'innovation trop longs parce qu'on ne sait pas financer l'innovation. En réalité, on a décapitalisé le secteur de l'industrie pharmaceutique de 6 milliards depuis 12 ans. Merci beaucoup Philippe. Alors je suis vraiment désolée parce qu'on va devoir s'arrêter là et j'aurais volontiers pris plus de questions et moi aussi j'en ai. On a eu la chance d'avoir des témoignages vraiment très intéressants sur toutes ces problématiques. On n'est pas revenu sur la Chine qui est aussi un élément qui devrait nous faire réfléchir beaucoup aux futures réponses de la crise. Mais je vous invite à peut-être vous approcher de nos intervenants par la suite. Merci beaucoup à tous et à nos intervenants aujourd'hui. Merci.